Comme vous le savez, ça va être abordé dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Et la loi de bioéthique, la démarche éthique, consiste en fait, au fur et à mesure que la science avance et qu'elle ouvre le champ des possibles, qu'elle ouvre la possibilité de modifier, de mieux comprendre, la question éthique, en tout cas à mon sens, c'est de savoir comment on peut au mieux mettre à profit ces avancées de la science au bénéfice de la personne. En d'autres termes, ne pas devenir prisonnier de ce qu'on apprend sur nous-mêmes ou de ce qu'on devient capable de faire, mais au contraire que ce savoir que la science apporte puisse bénéficier au mieux à chacun dans le respect de chaque personne. Et je pense que la première interrogation quand on parle de tests génétiques, c'est un côté très technique. Il n'y a pas d'une certaine façon de bon ou de mauvais tests génétiques. Tout dépend de la raison pour laquelle on le fait, de la manière dont on l'interprète, de la manière dont on communique les résultats et de ce qu'on envisage de faire après. Et donc ça pose la question de ce qu'on sait de la génétique, la manière dont se représente la génétique, la manière dont on se représente l'hérédité, la manière dont on se représente l'identité d'une personne. Et je crois que c'est un sujet très vaste et c'est un domaine scientifique qui a démarré au sens de la biologie moderne il y a à peu près 150 ans avec la découverte de la théorie de l'évolution du vivant. Et vous savez que c'est à ce moment que ce que Darwin propose, c'est que les petites variations individuelles entre parents et descendants, ce qu'il appellera la descendance avec modification, sont au fond la réponse à l'origine, à la généalogie commune de l'ensemble des êtres vivants, et que donc il y a un lien en fait entre ces variations héréditaires individuelles entre parents et enfants et l'ensemble de l'évolution du vivant depuis ce qu'on sait maintenant, les étendues de temps n'étaient pas aussi grandes à l'époque de Darwin, depuis 3 à 4 milliards d'années. Ensuite, vous savez que les gènes sont découverts comme entités abstraites, discontinues, qui joue un rôle dans l'hérédité du vivant de Darwin par Mendel, mais lui ne l'apprendra jamais. Et les gènes seront redécouverts au début du XXe siècle. Et à ce moment, la génétique va se lier de plus en plus à la théorie de l'évolution du vivant. Et puis, au milieu du XXe siècle, la nature moléculaire des gènes va être découverte, ça va être la découverte de l'ADN, et il va y avoir une expansion extraordinaire, à la fois de la compréhension en termes de génétique, mais aussi de la manipulation génétique du vivant, de la biologie moléculaire et du génie génétique. Et donc, ce qui concerne les gènes est souvent de manière implicite assez vaste. Ça concerne l'hérédité, c'est-à-dire le lien entre une personne et d'autres personnes, en particulier sa famille proche et dans un sens plus large. Ça concerne l'identité de la personne. Ça concerne l'avenir de la personne, et c'est la question que j'ai abordée tout à l'heure du déterminisme génétique. Et puis, ça a quelque chose, c'est perçu comme quelque chose de particulier, parce que c'est, en principe, inchangé pendant la vie. C'est-à-dire que la composition génétique d'un individu apparaît dès la fécondation dans la première cellule embryonnaire. Et donc tout ça a contribué à donner aux gènes un statut assez particulier au niveau de la biologie. Alors d'abord, la question de l'hérédité et du rôle des gènes dans l'hérédité. Et l'hérédité, je crois, depuis le début, longtemps avant que la biologie devienne une science, a été vue toujours de deux manières différentes. Soit comme une question, Montaigne se demandait comment ça se faisait que les enfants ressemblent aux parents tout en étant différents. Donc c'est une attitude de recherche et de questionnement. Et l'autre comme une réponse a priori. C'est-à-dire que l'on sait que des caractéristiques, ou l'on pense savoir que des caractéristiques qu'on considère essentielles chez une personne, ne peuvent être dues et être transmises que par l'hérédité. Longtemps avant que la génétique n'apparaisse. Et d'une manière assez schématique, d'un point de vue social, les systèmes, toute une série de systèmes comme la royauté, l'aristocratie, les castes ou les mariages arrangés reposent d'une certaine façon sur cette idée que les caractéristiques essentielles des personnes se transmettent de manière héréditaire. Et vous savez que quelques années après la publication de l'origine des espèces, la théorie de l'évolution du vivant par Darwin, il y aura des applications
dans ce sens, et Galton inventera le terme d'eugénisme, eugénisme positif ou eugénisme négatif. Sa définition de l'eugénisme négatif étant qu'il faut limiter la fécondité des personnes qui ont socialement échoué. Et donc il fera de l'échec social quelque chose qui est essentiellement héréditaire, et à partir du moment où vous faites de l'échec social quelque chose d'héréditaire, vous faites de la réussite sociale et éventuellement de la plupart des comportements sociaux quelque chose d'héréditaire. Donc cette question, indépendamment de la génétique, de qu'est-ce qu'on attribue dans l'identité et le devenir d'une personne à l'hérédité, est une question ancienne. Et la deuxième question est qu'est-ce qu'on peut attribuer aux gènes. En d'autres termes, est-ce que l'identité et l'avenir d'une personne est déjà d'une certaine façon préécrite dans la première cellule embryonnaire, et si c'est préécrit, est-ce que c'est, ce qui est une question scientifique, la première étant un peu une question métaphysique, est-ce que c'est lisible? Et si oui, comment est-ce que c'est lisible? Un petit mot sur le fait que, parce que c'est toujours troublant et ça apparaît toujours comme une surprise, sur le fait que la science est par définition un processus reproductible et objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a de science que si des personnes différentes à différents endroits peuvent voir la même chose à partir d'un questionnement du réel. Sinon, c'est très intéressant, mais c'est pas de la science. Mais c'est pas parce que la science est objective et reproductible qu'elle est neutre. Pourquoi? Parce qu'elle s'insère dans des représentations culturelles ou qu'elle provoque des changements de représentation culturelle, ce qui a été le cas en particulier de la théorie de l'évolution du vivant, qui a changé la manière dont on se représentait la place de l'être humain dans le monde vivant et dans le monde d'une manière générale. Et pour illustrer cette, comment est-ce que je peux dire, ces interprétations qui peuvent être très variables des développements d'une même science, à la fin des années 70, alors que la génétique est en plein essor, y compris la génétique moléculaire, vous avez deux visions différentes de la génétique qui sont véhiculées dans le grand public. L'une, qui aura beaucoup de succès, qui est véhiculée par Richard Dawkins dans un livre qui s'intitule « Le gène égoïste », comporte des phrases du type « Les gènes sont à l'abri à l'intérieur de gigantesques robots à partir desquels ils manipulent et contrôlent le monde à distance. Les gènes sont en vous et moi, ils nous ont créés corps et esprit, et leur propagation est la seule raison d'être de notre existence. » Donc vous voyez une vision extrêmement rigoureuse d'un déterminisme génétique très précis. Et puis à la même époque, un autre généticien américain, Richard Lewontin, propose lui une approche très différente, disant l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent et chaque organisme vivant est à la fois le lieu, le produit et l'acteur de ces interactions, préfigurant en fait ce qui va devenir une discipline en plein développement depuis une dizaine d'années, qui est l'épigénétique, c'est-à-dire l'étude des effets non seulement des gènes sur l'environnement, mais de l'environnement sur la manière dont les cellules, les organismes, les individus utilisent leurs gènes. Donc cette idée au fond qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes de causalité en spirale en biologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flèche unidirectionnelle en termes de causalité. Vous avez des causes qui produisent des effets, mais ces effets en retour produisent ensuite de nouveaux effets, y compris sur leurs causes. C'est une notion assez ancienne, mais qu'on a tendance à oublier par volonté de simplification, et on cherche toujours quelle est la cause première ou principale qui explique tout ce qu'on peut observer. Mais Pascal disait il y a longtemps qu'il y a des choses qui sont à la fois des choses causantes et causées. Et donc c'est cette idée en fait qu'il y a un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur, entre les gènes et l'environnement. La notion de déterminisme génétique, le caractère extrêmement stringent du rôle des gènes dans tout ce qu'on peut observer sur le devenir d'un organisme ou d'une personne, est due en partie à une confusion qui est née de la découverte et de la description d'un très grand nombre de maladies génétiques qu'on appelle des maladies génétiques monogénétiques à transmission mendélienne et à pénétrance forte. C'est-à-dire que lorsque ces séquences génétiques sont présentes chez une personne, la probabilité de développer une maladie à un moment donné est très forte. Et donc, ces maladies sont nombreuses. Il y en a vraisemblablement plus de 1500. Elles touchent chacune un nombre faible
de personnes. Et dans ces maladies, le déterminisme génétique est puissant. La maladie de Huntington, qui est une maladie dominante, donc il suffit qu'il y ait une séquence sur les 2 séquences de gènes que nous possédons pour chaque gène qui soit particulière pour que la maladie ait une très forte probabilité de se développer, ou des maladies récessives où il faut qu'il y ait 2 séquences du même gène qui soient particulières, comme la mucoviscidose, pour que la probabilité de la maladie de se développer soit forte. Alors dans aucun de ces cas, la probabilité est de 100%. C'est une probabilité très forte, qui peut être de l'ordre de 95%, mais c'est des cas où le déterminisme génétique est très puissant. Et je crois qu'une des implications que beaucoup de gens ont tirées du fait qu'il existe un grand nombre de maladies dans lesquelles une séquence génétique ou 2 séquences génétiques particulières vont entraîner avec une très forte probabilité le développement d'une pathologie, a amené à l'idée que si à partir de la séquence d'un seul gène, sur les 25 000 à 30 000 que nous possédons, on peut prédire avec une telle probabilité le devenir d'une personne en ce qui concerne l'apparition d'une maladie, eh bien peut-être que si on pouvait lire avec autant de précision les 99% d'autres gènes, eh bien on en saurait énormément sur cette personne. Et je crois que là, il y a une confusion qui est fréquente. Et ces visions de déterminisme ont toujours un côté mécanistique. Et je crois que c'est intéressant quand on est dans des visions mécanistiques un peu réifiantes de faire appel à des métaphores qui concernent les machines. Et il y a une analogie, assez éloignée encore une fois, parce qu'elle ne concerne pas un organisme vivant, mais qui je crois est intéressante, et qui est celle de l'explosion en 1986, peu après son décollage, de la navette spatiale Challenger. J'étais à l'époque aux États-Unis et ça a causé une très grande émotion parce qu'il y avait pour la première fois une institutrice à bord de la navette et donc quand elle a explosé quelques minutes après le décollage, ça a été un traumatisme extrêmement grand. Il y a eu une commission d'enquête du Congrès et le grand physicien Richard Feynman faisait partie de cette commission d'enquête et a montré en direct à la télévision la cause de cet accident en montrant que en trempant un joint de la navette spatiale dans un verre d'eau et en montrant que ce joint avait un défaut, c'est-à-dire qu'il se déformait mal, moins bien qu'un joint habituel, normal, lors des changements de température. Et que donc, lors du décollage, vous avez des changements de température brutaux, importants, et que quand vous avez des joints qui se déforment mal, eh bien, vous avez une atteinte à la structure de l'ensemble, et donc une très forte probabilité que la navette spatiale explose. Alors, est-ce que ça veut dire que si on amène tous les composants d'une navette spatiale et qu'on les examine précisément, on saura où va aller la navette spatiale, combien de temps elle va voler, quel va être son voyage quand elle va revenir? Non. En d'autres termes, vous avez un certain nombre d'éléments précis qui parfois peuvent contraindre un ensemble d'une telle manière que la probabilité qu'un événement se produise, un événement néfaste, devient très grande. Ça ne veut pas dire qu'une étude minutieuse de chaque composant un à un peut permettre de donner autant de renseignements sur ce que va être le devenir de l'ensemble. Et donc je crois que c'est un peu la même chose avec les maladies monogéniques à pénétrance forte. Il y a des cas où la présence de certaines séquences génétiques va entraîner une telle contrainte sur le développement et le fonctionnement de l'organisme qu'il y aura une très grande probabilité qu'une pathologie particulière, une maladie particulière survienne, ce qui ne signifie pas que si on observe avec autant d'attention l'ensemble des séquences génétiques, eh bien on saura forcément ce que va devenir la personne pendant son existence. Vous avez des cas où l'environnement peut exercer une contrainte extrêmement forte en termes de nourriture, en termes de conditions extérieures. C'est pas pour ça que regarder l'environnement, regarder la température qu'il fait peut forcément apporter énormément de renseignements sur le devenir d'une personne. Donc je crois qu'il y a eu cette confusion et la plupart des maladies fréquentes et graves, qu'il s'agisse des maladies neurodégénératives, des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc., sont des maladies dans lesquelles certaines séquences génétiques peuvent favoriser statistiquement la survenue d'une pathologie, mais ça n'est qu'un facteur favorisant parmi d'autres, et souvent le mode de vie et l'environnement extérieur jouent un rôle en termes de probabilité beaucoup plus important que les séquences génétiques. Vous avez toute une série de maladies, et actuellement les tests génétiques sont développés pour ces maladies, dans lesquelles, y compris les cancers, dans lesquelles la probabilité, lorsque vous avez des séquences génétiques particulières, de développer une maladie est de 5%, 10% ou 20%. Ça veut dire que quand le test est positif,
la personne a 95%, 90% ou 80% de chances de ne jamais développer la maladie. Et vous voyez que la signification d'un test qui, quand il est positif, vous dit que vous avez 80 chances ou 90 chances sur 100 de ne jamais développer la maladie, est quelque chose qui n'est pas aisé à comprendre. En général, la manière dont on l'annonce, c'est il y a une mauvaise nouvelle, vous avez 5% de probabilité de développer la maladie. Mais on ne l'annonce pas en disant il y a une bonne nouvelle, vous avez 95% de probabilité de ne jamais développer la maladie. Donc ce sont des facteurs favorisants et c'est difficile, vu l'importance que l'on attribue à ce qu'on peut lire dans la séquence des gènes, de réaliser qu'il s'agit de probabilité. Le deuxième point, c'est que lorsque on a plus l'habitude de mettre en évidence ou d'analyser des facteurs favorisants, par exemple le dosage du cholestérol, la mesure de la tension artérielle, on réalise qu'il s'agit de facteurs favorisants beaucoup plus facilement parce qu'on a affaire à des variables continues. C'est-à-dire que le cholestérol peut être à la limite, un peu au-dessus, très au-dessus. La tension peut être limite, un peu au-dessus, très au-dessus. Et donc on voit qu'on est dans quelque chose qui bouge et dont le résultat va se traduire en termes de probabilité. La deuxième chose, c'est que pour ces examens pour lesquels il y a un long passé, on ne donne pas au résultat de l'examen le nom de la maladie. Quand vous dosez un cholestérol, vous ne dites pas que vous faites un dosage d'infarctus du myocarde. Quand vous mesurez la tension artérielle, vous ne dites pas que vous faites une mesure de l'hémorragie cérébrale, qui est une des complications majeures de la tension. Donc vous mesurez quelque chose qui est un facteur favorisant probabiliste et vis-à-vis duquel vous allez faire une prévention qui, parce qu'elle n'a pas d'effet secondaire majeur, fait qu'on peut l'appliquer à tout le monde, même si on sait que seule une partie des personnes qui présentent ces résultats va développer la maladie. Lorsqu'on fait des tests génétiques, on a donné aux tests génétiques le nom de la maladie pour lequel il y a un facteur favorisant. Et donc on fait un test génétique du diabète, on fait un test génétique d'un cancer. Et donc je crois dans le fait d'avoir donné à ce qui peut peut-être survenir avec une certaine probabilité dans l'avenir le nom de ce qui risque de survenir, on a une espèce d'abolition du temps. Et c'est très difficile de réaliser qu'il s'agit de quelque chose pour lequel il y a une probabilité. Donc je crois que réfléchir à la manière dont on nomme les tests génétiques par rapport aux autres examens que l'on utilise pour mesurer des probabilités de survenue de maladie est quelque chose qui est intéressant. Alors il y a une autre question qui est importante, c'est lorsqu'on parle de gènes normal et de gènes anormal, de gènes normal ou de gènes pathologiques. Il n'y a pas de gène normal dans sa version originelle, parce que si vous regardez dans une perspective de théorie de l'évolution du vivant, si vous plongez suffisamment loin en arrière dans le temps, tous les gènes humains sont des gènes de primates non humains anormaux. C'est-à-dire c'est parce que nous n'avons pas exactement les mêmes gènes de nos ancêtres primates non humains, qui sont les ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés, que nous sommes des êtres humains. Donc la notion de gène humain originel normal et de gènes ensuite non normaux est quelque chose qui, si on se plonge suffisamment loin, n'a pas beaucoup de sens. Par contre, il y a certaines séquences génétiques qui vont, dans certaines circonstances, ou très souvent, quelles que soient les circonstances, dans des cas rares, provoquer une souffrance. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont normaux ou anormaux, c'est parce qu'ils sont associés au développement d'une maladie. Parfois, cette association au développement de la maladie, comme vous le savez, est quelque chose d'ambigu, qui dépend de l'environnement. Vous savez que certaines séquences qui favorisent les déformations de l'hémoglobine et qui, lorsqu'elles sont présentes sur deux exemplaires du même gène, sur deux allèles, vont donner une maladie qu'on appelle la drépanocytose, lorsqu'ils sont présents en un seul exemplaire, protègent contre les formes graves de paludisme. Et c'est une des explications pour laquelle ces séquences sont extrêmement fréquentes dans certaines régions du monde où le paludisme est endémique. Donc vous avez des séquences génétiques qui peuvent avoir des effets favorables dans un environnement donné ou défavorables en l'absence de cet environnement. La notion d'anormal au sens de rare ne signifie pas que parce que c'est rare, ça veut dire que c'est forcément mauvais. Il y a une anomalie génétique qui touche à peu près 1% de personnes en Europe et qui touche
très très peu de monde dans les autres régions de l'hémisphère sud, dont la seule conséquence, c'est une délétion, c'est un bout de gène qui manque, et dont la seule conséquence aujourd'hui connue est de protéger contre l'infection par le virus du sida. Donc vous voyez que si vous regardez au niveau génétique, c'est anormal, il manque un petit morceau. Si vous regardez la seule conséquence détectable, eh bien ça protège contre une infection par un virus qui cause une maladie mortelle. Donc la vraie question, c'est dans un environnement donné, est-ce que des séquences génétiques, comme d'autres facteurs, vont causer une souffrance et une maladie, plutôt que de savoir si c'est rare, pas rare, normal ou anormal. Et vous avez des cas où l'interprétation de la signification d'une séquence particulière n'est pas facile à obtenir. En ce qui concerne les séquences qu'on appelle les séquences du complexe majeur d'histocompatibilité ou des groupes HLA, vous savez, qui jouent un rôle important dans la réponse immune, dans les défenses de l'organisme contre les microbes, et qui jouent un rôle extrêmement important dans le rejet des greffes. Vous avez des séquences HLA qui, quand elles sont rares dans une population donnée, ont un effet protecteur parce que les microbes, certains microbes ont évolué de telle manière à pouvoir infecter la majorité des gens qui possèdent un certain type de groupe HLA. Et donc les personnes qui ont un groupe HLA différent vont être protégées tout simplement parce que les stratégies virales ou les stratégies microbiennes n'ont pas évolué pour faciliter l'infection dans ces cas-là. Et donc on peut dire, tiens, cette séquence HLA protège contre telle maladie. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où elle protège, elle est transmise plus fréquemment dans la descendance. Et quand elle devient majoritaire, eh bien, elle peut cesser de protéger, parce que si la seule raison pour laquelle elle protégeait, c'était qu'elle était rare, ben, une fois qu'elle est devenue fréquente, elle perd son effet protecteur. Donc, dans un environnement donné, la signification de l'association entre une séquence génétique et une pathologie n'est parfois pas facile à déduire. Il y a toujours une chaîne de causalité, mais cette chaîne de causalité peut être complexe. L'autre question qui a un rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur les noms que l'on donne, c'est que ce n'est pas en fait le gène qui cause la maladie, c'est la conséquence de la présence de ce gène. C'est le fait qu'à partir de ce gène, certaines protéines vont être fabriquées, que ces protéines, dans le corps ou dans un environnement donné, vont avoir un effet. Donc cette idée que c'est le gène qui est malade ou qu'on est malade de son gène est à la fois exacte quand il s'agit d'une maladie génétique, mais aussi un peu simpliste. C'est la conséquence de la présence de ce gène qui va entraîner la maladie. En d'autres termes, la seule correction possible n'est pas de changer le gène. On peut avoir un traitement qui modifie le fonctionnement du corps et qui, malgré la présence de ce gène, va entraîner une absence de développement de la maladie. Alors ça commence à se faire sous forme de traitement médicamenteux dans de rares cas de maladies génétiques, mais vous savez que l'illustration la plus ancienne, c'est la phénylcétonurie, c'est-à-dire une séquence génétique qui entraîne une difficulté pour une enzyme de fonctionner de manière habituelle, et à ce moment, avec une alimentation normale, eh bien, l'enfant va développer un retard mental grave. Si on modifie l'alimentation, en donnant une alimentation, en l'occurrence, pauvre en phénylalanine et riche en tyrosine, eh bien, aucune pathologie ne se développera. Donc, ce n'est pas le gène qui cause la maladie, c'est la manière dont le gène va influer sur le fonctionnement du corps dans l'environnement du corps qui causera ou pas la maladie. Donc, c'est pas pour ça que la séquence n'est pas importante, mais il n'y a pas de lien direct entre la séquence et sa conséquence. La vision classique du déterminisme génétique a entraîné un langage scientifique, y compris dans les publications scientifiques les plus sérieuses, qui sont que les gènes font des choses. Tel gène fait ceci, tel gène a tel effet. Or, les gènes ne font rien. Le généticien Richard Lewontin disait que parmi les composants du corps, les gènes sont parmi les plus inactifs qui existent. C'est-à-dire que si vous prenez une enzyme d'une cellule et que vous la mettez dans un tube à essai, eh ben, l'enzyme va travailler, elle va faire des choses. Si vous prenez un gène et que vous le mettez dans un tube à essai, eh bien, le gène ne fera rien. Donc, un gène est utilisé par les cellules et produit dans ce contexte-là certains effets. Le gène lui-même n'exerce pas d'effet. Encore une fois, ça ne veut pas dire que sa présence n'a pas de conséquences, mais les gènes, si vous voulez, une autre façon de le voir, c'est qu'ils déterminent un certain nombre de contraintes et de possibilités aux cellules qui les possèdent.
Ce n'est pas pour ça qu'ils exercent une action directe. Donc il y a cette distance entre la présence du gène et l'effet que l'on peut observer. Et je vous parlais tout à l'heure d'épigénétique. Un mot sur l'épigénétique, c'est-à-dire au fond tout ce qu'il y a autour des gènes, au-dessus des gènes, à côté des gènes, et qui peut exercer un effet. Il y a toute une série, là encore si on regarde la diversité du vivant, il y a toute une série de variations sur certains phénomènes qui nous paraissent obligatoirement génétiques. Par exemple, la détermination du sexe dans énormément d'espèces, y compris l'espèce humaine, est d'origine génétique. XX ou XY. Mais vous avez des espèces vivantes, comme les crocodiles ou certaines tortues, où la détermination du sexe n'est pas d'origine génétique, elle est due à la température extérieure. Et en fonction de la température extérieure, vous allez avoir production de certaines hormones cérébrales qui vont entraîner le développement d'un sexe masculin ou féminin. Donc vous pouvez avoir des effets de l'environnement qui ont les mêmes conséquences que dans d'autres circonstances, les effets de ce qui est génétique. Un des domaines dans lesquels, qui a commencé à être exploré de manière précise depuis moins de 15 ans, dans lesquels le rôle de ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur de la séquence des gènes ou de l'environnement a été montré de manière assez spectaculaire, c'est l'étude du vieillissement. Vous savez que dans toute une série d'espèces animales extrêmement distinctes et distantes d'un point de vue de l'évolution du vivant, qu'il s'agisse de petits vers, qu'il s'agisse de la mouche du vinaigre, qu'il s'agisse de la souris, vous pouvez, en changeant une seule séquence génétique, en la modifiant, en l'enlevant, en rajoutant une, vous pouvez augmenter la longévité de l'animal d'au moins 30%. Et ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que la longévité qui est augmentée, c'est pas la durée du vieillissement, c'est la durée de la jeunesse qui précède le vieillissement. Mais si vous modifiez, sans toucher aux gènes, des éléments dans l'environnement extérieur, et en particulier ce qui marche dans toutes les espèces animales, si vous changez la richesse calorique de la nourriture dont il peut disposer, eh bien, vous obtenez le même effet. Et quand vous ajoutez à la restriction calorique des modifications génétiques, eh bien, en général, vous n'avez pas de gain, parce que en modifiant un gène ou en modifiant l'environnement, vous agissez sur les mêmes mécanismes. Et donc, on voit bien que encore une fois, ce qui vient de l'extérieur ou ce qui vient de l'intérieur, en gros, à gènes normaux, entre guillemets, un environnement anormal permet d'augmenter la longévité. À gènes anormaux, vous avez une augmentation de la longévité dans un environnement normal. Vous avez un autre domaine qui est intéressant, lui a commencé à être exploré seulement depuis 3 à 4 ans, dans lequel des maladies neurodégénératives ont été provoquées chez des souris, soit en introduisant des gènes, des séquences génétiques qui entraînent chez l'homme des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Huntington, soit en créant des lésions, en injectant des toxiques ou en faisant d'autres manipulations. L'avantage des souris, c'est que quand elles sont génétiquement identiques, eh bien, elles développent toute la maladie à peu près au même moment. Et donc, dans des conditions normales d'étude, eh bien, les souris, dans une maladie donnée, vont développer la maladie et mourir de manière reproductible. Ce qui a été fait depuis 3 ou 4 ans, c'est de se demander si l'environnement pouvait agir, avoir un effet sur le développement de ces maladies qui viennent de l'intérieur, et en particulier de séquences génétiques. Vous savez que ce qu'on appelle les conditions normales d'animalerie, c'est des souris qui sont mises à nombre donné dans des cages, dans des animaleries avec la lumière qui s'allume et s'éteint au cours de la journée pour mimer le cycle de vie nictémérale de la souris. Et ce qui a été fait, c'est d'introduire dans ces cages, d'abord de changer le nombre de souris, de changer la répartition, par exemple, en termes de sexe, et de mettre dans ces souris des roues qui leur permettent d'avoir une activité physique importante, elles peuvent courir si elles en ont envie, et puis de mettre leur nourriture dans des labyrinthes, ce qui veut dire que si elles doivent chercher leur nourriture, il faut que, un peu comme dans la vraie vie, il faut qu'elles se rappellent un peu le trajet du labyrinthe. Et dans ces cas-là, soit le développement de la maladie est retardé, soit la maladie ne se développe pas et les souris restent vivantes. Donc vous voyez que même dans des cas où quelque chose survient véritablement en termes de causalité de l'intérieur, eh bien des modifications du mode de vie, dues à des modifications de l'environnement extérieur, peuvent empêcher le développement. Donc il y a vraiment ce dialogue entre les deux, et un
des supports, un des mécanismes de ce dialogue, et ce n'est pas le seul, c'est que l'environnement et le mode de vie, comme je vous le disais tout à l'heure, changent la manière dont des cellules et des individus utilisent leurs gènes. Et vous savez que la présence d'un gène ne suffit pas à déterminer la manière dont il va être utilisé. Une des illustrations les plus spectaculaires, c'est le clonage de la brebis Dolly il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand vous prenez une cellule de peau dans lequel vous avez l'ensemble des gènes de l'individu, eh bien l'ensemble des gènes de l'individu dans cet environnement qui est une cellule de peau, fait des cellules de peau. Si vous prenez ces mêmes gènes et que vous les introduisez dans un ovule dont vous avez retiré le noyau, eh bien les mêmes gènes seront utilisés à la fabrication et à la construction d'un embryon. En d'autres termes, à gènes identiques, une des raisons de la complexité de nos corps et de nos organismes, c'est que dans des environnements différents, des cellules différentes utilisent les mêmes gènes de façon dissemblable. Et ça marche par soustraction, c'est-à-dire qu'en gros, une cellule de la peau, comme vous le savez, ne fabrique pas et n'a pas la même forme et n'a pas les mêmes activités qu'une cellule du foie ou une cellule de la rétine, tout simplement parce qu'il y a une grande partie des gènes qu'utilise une cellule de la rétine ou une cellule de foie qui ne sont pas utilisables dans la cellule de la peau. Et ils ne sont pas utilisables. Pourquoi ? Soit parce que la chromatine, c'est-à-dire l'ensemble des protéines dans les chromosomes qui entourent l'ADN, est compactée et empêche, et donc des mécanismes enzymatiques d'acétylation et de déacétylation permettent à la cellule d'accéder ou de ne pas accéder à ces gènes, soit parce que des promoteurs de gènes, donc les interrupteurs qui sont nécessaires pour que la cellule puisse fabriquer des protéines à partir des gènes, sont méthylés ou pas. Et lorsqu'ils sont méthylés, lorsqu'il y a un groupement méthyle qui est fixé, eh bien ce gène qui est présent est non utilisable. Et ces mécanismes qui jouent un rôle essentiel dans la différenciation de nos cellules en plus de 200 familles de cellules différentes, eh bien répondent aussi, que ça soit au niveau du développement embryonnaire ou au cours de la vie adulte, aux modifications de l'environnement, c'est-à-dire que les modifications de l'environnement ou des modifications de mode de vie vont influer sur la manière dont certaines cellules, dont les gènes sont accessibles ou ne sont pas accessibles. Et un des domaines depuis plus de 10 ans où c'est peut-être le plus surprenant parce que ça allait contre un certain nombre d'idées reçues un peu rigides et un peu dogmatiques, c'est que ces phénomènes de méthylation, de déméthylation, d'acétylation, de déacétylation, d'accessibilité ou pas des gènes, jouent aussi un rôle dans l'hérédité. Un des modèles dans lesquels ça a été mis en évidence il y a un peu plus de 10 ans, c'est des modèles de souris. Donc, comme je vous disais, l'avantage des souris de laboratoire, c'est qu'on peut les reproduire de telle manière à ce qu'elles soient toutes des jumeaux vrais, des jumelles vraies, c'est-à-dire génétiquement identiques. Et donc, dans ces lignées qui sont différentes et où toutes les souris sont génétiquement identiques, vous avez des caractères, des comportements, des particularités, des maladies qui surviennent, qui vont être différentes d'une lignée génétique à une autre. Et donc, en l'occurrence, vous avez des souris qui, par exemple, sont des souris particulièrement anxieuses, avec des phénomènes de mémorisation particuliers quand on leur fait chercher quelque chose ou de la nourriture dans des labyrinthes. Et puis, vous avez des souris qui sont particulièrement calmes et qui ont des mécanismes de mémorisation différents. Et quand vous regardez la structuration du cerveau, eh bien, vous avez certains récepteurs, en particulier pour les hormones glucocorticoïdes, qui ne sont pas répartis de la même façon dans les cerveaux de ces souris génétiquement différentes. Et donc, un certain nombre de chercheurs ont cherché quels étaient les gènes qui expliquaient, qui étaient en cause dans ces différences en matière d'expression de récepteurs, en matière d'anxiété et de mémorisation. Et puis, vous avez des chercheurs qui ont décidé de faire une expérience qui n'avait pas été faite jusque-là et qui consistait à faire élever des enfants, des nouveau-nés, d'une lignée de souris génétiquement homogène A, par des mères adoptives de substitution d'une lignée génétique B. Donc faire élever une souris calme par une mère d'une lignée anxieuse ou une souris anxieuse par une mère d'une lignée calme. Et ce qui se passe, c'est que le souriceau, vous savez que le contact avec la mère ne dure que quelques jours chez la souris, donc c'est assez rudimentaire, et le souriceau va grandir et devenir un adulte qui a les caractéristiques comportementales et d'expression des récepteurs dans son cerveau qui sont identiques à la mère d'adoption. En gros, le contact avec la mère dans les quelques jours qui suivent la naissance a entraîné ces caractéristiques. C'est pas très surprenant, c'est un effet de l'environnement. Et puis, merci beaucoup. Et puis, vous avez quelque chose qui a été plus étonnant, c'est que lorsque ces souriceaux élevés par des mères d'adoption sont des femelles,
eh bien, leurs enfants vont avoir les caractéristiques comportementales et cérébrales de la grand-mère d'adoption et non pas de la grand-mère génétique. Donc vous avez quelque chose qui apparemment paraît assez hétérodoxe et surprenant, qui est une transmission héréditaire de caractère acquis. L'explication, c'est pas qu'il y a transmission héréditaire des caractères acquis, en tout cas pas de transmission au sens de transmission de quelque chose de biologique. Hein. Il s'agit évidemment pas de séquences génétiques. Ça veut dire que, indépendamment des différences génétiques qui existent entre ces lignées, eh bien, c'est le contact avec la mère qui va déterminer ça. La raison qui a été découverte il y a quelques années, c'est que pendant les quelques jours où le souriceau reste avec sa mère, suivant que la mère est anxieuse ou que la mère est calme, il y aura méthylation ou pas méthylation, c'est-à-dire accessibilité ou non-accessibilité de certains gènes dans certaines cellules, y compris certains gènes qui codent, qui permettent de fabriquer des récepteurs pour les hormones glucocorticoïdes, qui sont des hormones de stress, dans certaines cellules du cerveau. Et donc ce n'est pas qu'il y a du matériel biologique qui est transmis de génération en génération, c'est que l'environnement dans lequel se trouve à la naissance le nouveau-né va influer sur la manière dont certains gènes vont devenir accessibles ou pas dans certaines régions du corps et du cerveau. Et donc vous avez réinitialisation de génération en génération d'un mécanisme qui va entraîner des comportements et des particularités biologiques semblables. Donc vous avez une hérédité génétique qui dépend de la transmission des séquences génétiques de génération en génération et de leur modification, puisque vous savez qu'une des raisons, c'est pour ça que quand on parle de gènes normal ou non normal, la diversité génétique, hein, le fait que la majorité des gènes soient en exemplaires non identiques chez chacun, est due au fait que la sexualité a comme effet de brasser la diversité génétique. Donc vous avez ce qui est un support génétique dans l'hérédité, et puis vous avez ce qui n'est pas d'origine génétique et qui joue un rôle important dans l'hérédité. Donc je reviens à ce que je vous disais au début. Qu'est-ce qui est dû à l'hérédité et de quelle hérédité s'agit-il quand on parle d'hérédité biologique ou d'hérédité qui en fait est une réinitialisation de génération en génération de même type de comportement. Ça peut être dû aussi à un environnement. Si vous avez quelque chose dans la nourriture, et il y a une influence de la nourriture aussi sur cette hérédité épigénétique qui a été mise en évidence. Si vous êtes dans un environnement donné avec une nourriture donnée, eh bien vous allez avoir réinitialisation dans ce même environnement d'un certain nombre de caractéristiques. Et puis si l'environnement change, eh bien vous n'aurez plus réinitialisation, tout simplement parce que même si le nouveau-né est élevé de la même façon, il n'est pas élevé dans le même environnement. Et vous avez la même chose qui a été montrée chez des jumeaux vrais. Lorsque vous avez des êtres humains qui sont des jumeaux vrais, homozygotes, ils ont exactement les mêmes séquences génétiques. Et lorsqu'on regarde au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils deviennent adultes, eh bien, on observe des différences dans le type de gène qui est méthylé ou pas méthylé, c'est-à-dire dans le type de gène qui est accessible ou pas dans certains organes du corps, ce qui explique que la concordance en matière de développement de certaines maladies soit jamais de 100%, parce que les séquences génétiques favorisantes sont les mêmes, mais la manière dont le corps va l'utiliser va dépendre en fait du mode de vie et de l'environnement. Donc je crois que c'est important, là encore, quand on pense aux tests génétiques, quand on pense à la régulation de tests génétiques, de mettre la signification des gènes dans ce contexte qui est un contexte très, très large. Alors maintenant, lorsqu'on utilise des tests qui indiquent l'existence de facteurs favorisants, ça veut dire en fait qu'on range des personnes dans des groupes. Par exemple, si vous avez des séquences génétiques qui disent qu'il y a 20% ou 10% de probabilité de développer un diabète, vous avez des gens pour lesquels le test va être positif et des gens pour lesquels le test va être négatif. En gros, le test négatif, c'est que la probabilité est très faible, statistiquement, dans un environnement donné. L'autre, c'est que la probabilité est plus forte. Mais c'est la seule caractéristique commune. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on fait ce genre de test et qu'on range les personnes dans des groupes, de s'apercevoir que c'est un groupe qui correspond au test qu'on a fait,
Vous faites partie d'un groupe de 100 personnes sur lesquelles 10 vont développer la maladie, 90 la développeront jamais, et on ne sait pas si vous faites partie des 90 ou des 10, ou vous faites partie d'un groupe dans lequel 99% des gens ne développeront jamais la maladie et une personne la développera, et on ne sait pas si vous faites partie ou pas. Mais si vous testez d'autres séquences génétiques ou d'autres facteurs biologiques, vous pouvez ranger cette personne dans d'autres groupes. Donc le fait de partager des caractéristiques communes avec quelqu'un ne veut pas dire en gros que ça résume l'identité, le devenir de la personne. Et donc nous partageons chacun toute une série de caractéristiques plus ou moins proches avec d'autres personnes, et on peut ranger chacun dans toute une série de groupes en fonction de ce type de résultats. Lorsqu'on peut faire de la prévention, parce on peut diminuer la probabilité, ce qu'on peut faire dans toute une série de maladies en jouant sur des facteurs d'environnement ou de mode de vie. À partir du moment où il n'y a pas d'effets secondaires graves, ce que je disais tout à l'heure, pour la majorité de personnes qui de toute façon n'auraient jamais développé la maladie, eh bien c'est très bien. C'est-à-dire que le fait que l'ensemble du groupe change de comportement va bénéficier aux 10%, aux 20% qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas identifier, qui auraient développé la maladie. À partir du moment où vous avez des effets secondaires graves, ça devient gênant, c'est comme pour une vaccination, parce que si vous rendez des gens malades qui n'auraient jamais développé la maladie, c'est quelque chose qui est embêtant. Donc ce qu'on fait en termes de prévention dépend à la fois de l'efficacité et de l'existence ou pas d'effets secondaires graves en fonction de l'importance, de la probabilité que donne le test. Et puis vous avez des cas où vous ne pouvez pas faire de prévention. Et à ce moment, la question, ça devient de la prédiction. Et la question de la prédiction, c'est la question de l'intérêt pour la personne de la prédiction. Est-ce que c'est bon de savoir quelque chose contre lequel a priori on ne peut rien faire, ou est-ce que c'est pas forcément bon? Et là on rentre dans quelque chose qui en matière de tests génétiques est extrêmement important, qui est le consentement libre et informé, qui est le processus de conseil génétique, qui est le processus de choix libre et informé, sachant que le choix libre et informé a comme premier élément le fait que ça permet d'accéder au droit de savoir, c'est-à-dire si une information est disponible et qu'elle est importante en termes de santé, eh bien la personne doit pouvoir y avoir accès, mais c'est aussi le droit de ne pas savoir, c'est-à-dire même si cette information est disponible, on ne peut pas imposer à quelqu'un une information qu'il n'a pas souhaité obtenir. Et donc toute cette question de, je dirais dans le dialogue, dans le conseil génétique qui consiste à savoir si au fond la personne veut savoir et jusqu'où elle veut savoir, est quelque chose d'important. Arnold Munich dit toujours qu'un test génétique, ça met pas longtemps à être réalisé, c'est un problème technique. Par contre, le processus de consentement libre et informé, lui, il est long, parce que c'est un processus de dialogue et de réflexion. Donc il ne faut pas confondre la réalisation du test et ceci. Un exemple, quand vous avez, quand des personnes ont dans leur famille des personnes qui ont été atteintes de maladie de Huntington, et qu'ils veulent savoir s'ils sont ou pas porteurs du gène, et donc s'ils ont un risque important de développer la maladie à partir de l'âge de 45-50 ans, ils vont demander un test génétique. Et actuellement, à la Pitié-Salpêtrière, la consultation de tests génétiques pour ce test-là aboutit, après un conseil génétique, une information, une réflexion, à ce que 90% des adultes jeunes qui sont venus pour demander un test génétique repartent en décidant de ne pas faire le test génétique. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'ils préfèrent ne pas savoir plutôt que de savoir. Et 10%, après avoir réfléchi, décident de faire le test génétique et ont considéré qu'ils préféraient savoir. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand maintenant, je vais y arriver, on a de plus en plus des tests en accès libre sur Internet, ça veut dire que si vous prenez ces jeunes, ils voulaient savoir, s'il n'y avait pas eu ce processus de consentement libre et informé, eh bien 100% auraient fait le test de ceux qui sont venus le demander. Si vous l'avez online et qu'il suffit d'envoyer un peu de salive ou quelques cheveux ou un autre prélèvement pour avoir la réponse, eh bien, vous aurez peut-être, pour ces 90% de jeunes qui ne voulaient pas en fait réellement savoir, qui préféraient ne pas savoir, eh bien, ils seront confrontés à une réponse alors qu'ils n'ont pas véritablement réfléchi. Donc l'importance de ce processus de réflexion est d'autant plus grande que le renseignement qu'on va recevoir a des implications importantes. Et il est évident que quand on ne peut rien faire
c'est beaucoup plus important et ça risque d'être beaucoup plus grave que quand on peut faire quelque chose. Et puis, plus le renseignement qu'on apprend touche une maladie grave, et plus, en effet, c'est important. Donc l'accessibilité directe qui donne l'impression d'une grande autonomie peut ne pas protéger la personne contre ce que, rétrospectivement, elle n'aurait pas souhaité faire. Donc la question de la prescription médicale, qui est le temps de la réflexion, c'est-à-dire c'est pas au moment où je veux faire quelque chose que je le fais, je le demande et je m'inscris dans un processus de réflexion, est quelque chose qui peut être vécu comme une restriction de la liberté, ou au contraire, comme une protection de la personne contre ce qu'elle risque de faire si elle n'a pas suffisamment réfléchi. Donc je crois que cette question est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un autre problème qui est très important dans l'accès direct sur le net, et auquel, en général, on ne réfléchit pas beaucoup, c'est la confidentialité. Et un des exemples de cette absence de protection de la confidentialité, il est dans la publicité que font ces sites Internet, dans un cas particulier qui sont les tests de paternité. Pour les tests de paternité, où il suffit encore une fois d'envoyer une tétine, un peu de salive, des cheveux d'un enfant et de soi-même pour savoir si le père est le père génétique ou pas de l'enfant, eh bien la réclame de ces sites, c'est très facile de recueillir un prélèvement de votre enfant à l'insu de l'enfant et à l'insu de la mère. Donc la réclame, en fait, c'est vous pouvez le faire en rompant la confidentialité, et c'est comme ça que vous pouvez avoir le test. Si maintenant vous oubliez que c'est un test de paternité et que c'est un test pour une maladie génétique dans lequel le facteur de probabilité est important, eh bien vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des cheveux, de la salive à quelqu'un, l'envoyer, il n'y a pas de prescription, et on vous le renverra comme si c'était votre propre test. Donc cette autonomie, cette liberté d'avoir accès direct, non seulement supprime, au risque de supprimer la réflexion et l'accompagnement une fois que le résultat est donné, mais risque de mettre en péril toute la confidentialité sur laquelle est fondée la prescription médicale. Et donc je pense que une des questions qui se pose d'une manière très générale à une société lorsque le choix est un accès restreint médicalement ou par l'intermédiaire de médecins à une information ou un accès direct, c'est quelle idée au fond cette société se fait du rôle du médecin. Est-ce que le médecin est juste quelqu'un qui gêne parce qu'il est un facteur de restriction par lequel on est obligé de passer, mais on s'en passerait bien si on pouvait faire autrement, ou est-ce qu'il est au contraire un garant à la fois de la réflexion, de l'accompagnement et de la confidentialité. Donc c'est une question intéressante. Il y a aussi une question d'instrumentalisation. À partir du moment où votre employeur ou votre assureur ne peut pas obtenir une prescription médicale pour qu'un test soit fait, il ne peut pas vous le demander. Mais à partir du moment où vous pourriez volontairement le faire, il suffirait d'envoyer un prélèvement, eh bien on peut vous dire que si vous ne le faites pas, c'est d'une certaine façon que vous n'avez pas envie de le faire. Donc vous ouvrez la voie, puisque vous n'avez pas de tiers, vous n'avez pas de régulateur, vous n'avez pas d'intermédiaire, vous ouvrez la voie à des pressions dans lesquelles le fait de savoir si une personne a fait son test génétique parce qu'elle le souhaitait ou parce qu'on le lui a gentiment demandé, devient quelque chose de flou. Il y a une chose que je trouve inquiétante. Vous avez des boîtes de biotechnologie, en particulier une entreprise anglaise qui donc propose des tests de paternité, comme plein d'autres, mais elle propose aussi, ce qui est assez original, un test de paternité prénatale. Et donc, la réclame dit, voilà, vous êtes une femme enceinte, c'est la même la même entreprise propose un test du sexe du fœtus à partir de cellules fœtales circulantes. Vous savez que maintenant on sait qu'il y a des cellules du fœtus qui circulent assez tôt dans la grossesse dans le sang de la mère. Et donc si vous faites une analyse de sang en l'occurrence, une petite, mais il suffit d'une goutte de sang au doigt, eh bien vous pouvez voir vous pouvez avoir des informations génétiques sur le fœtus. Et donc, vous pouvez déterminer le sexe du fœtus. Mais vous avez aussi une détermination d'un test de paternité. Et donc, la publicité, c'est, si vous voulez être sûr que le père, que vous croyez être le père de l'enfant, est véritablement son père génétique, envoyez un prélèvement, une goutte de sang, et vous aurez la réponse, à condition évidemment d'envoyer aussi un prélèvement du père.
Et on peut se demander si c'est véritablement la femme enceinte qui, dans la majorité des cas, a une grande angoisse pour savoir si le père est véritablement le père, ou si ça ne peut pas être une pression exercée par le père qui veut vérifier, qui voudrait bien savoir s'il est le père génétique du fœtus dont la femme est enceinte. Donc je pense que tout cet accès libre, cette illusion d'autonomie, pose toute une série de questions, dont l'un est le risque de pression, d'instrumentalisation des personnes sous couvert d'un accès qui, étant libre, est évidemment échappe à toute régulation par un tiers, par un arbitre. Donc je pense que c'est des questions qui sont importantes. Alors c'est important dans un autre domaine, c'est qu'actuellement, vous savez qu'on a une régulation, et la loi de bioéthique de 2004 fait cette régulation. Il y a une régulation très stricte en matière de tests génétiques pour le diagnostic préimplantatoire, lorsqu'il y a fécondation in vitro, assistance médicale à la procréation, voir s'il y a une maladie génétique dans la famille, essayer de implanter des embryons qui ne possèdent pas ces séquences génétiques qui font partie de ces maladies rares dans lesquelles la probabilité de développement de la maladie est extrêmement forte. Vous avez aussi une régulation des tests génétiques en prénatal. Bon. Avec deux choses. La multiplication, l'automatisation et la diminution des coûts, c'est ça qui explique aujourd'hui le fait que de plus en plus de tests soient disponibles sur le net. Vous avez une automatisation, c'est un peu comme pour l'informatique. Vous allez avoir une diminution de plus en plus importante des coûts parce que vous allez avoir une production qui est de plus en plus automatisée. Les techniques sont de plus en plus exhaustives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à titre de recherche, ça se fait, et non pas à titre diagnostique, à partir d'une cellule prélevée sur un embryon pour un diagnostic préimplantatoire, vous pouvez avoir une analyse complète des chromosomes, vous pouvez avoir une analyse d'une grande partie du génome, vous pouvez avoir une analyse de la manière dont les gènes sont utilisés, c'est-à-dire de l'expression des ARN, et vous pouvez avoir, ça commence, une analyse du type de protéines qui sont fabriquées. Donc la technique devient extrêmement exhaustive. Lorsque les techniques deviennent exhaustives à ce point, le principe même du consentement libre et informé devient complexe. C'est-à-dire que si vous dites à une personne « est-ce que vous souhaitez ou pas avoir le résultat d'un test que l'on ferait pour voir s'il y a telle ou telle particularité génétique ou biologique ?» La personne réfléchit, dit oui ou non. Si le test qu'on utilise n'est pas un test qui va simplement aller mettre en évidence cette particularité, mais qui est un test qui, pour des raisons économiques, est un test exhaustif, est-ce que vous allez donner tous les résultats à la personne, alors que, évidemment, vous n'avez pas pu lui demander si elle voulait le savoir? Donc vous allez dire, tiens, il y a une petite anomalie chromosomique, on ne sait absolument pas ce que ça signifie, mais on l'a vu, c'est pas ça qu'on cherchait, mais on l'a vu. Il y a quelque chose d'un peu rare et d'un peu bizarre, soit ça se traduit en termes de probabilité, soit on n'a aucune idée de ce que ça signifie en termes de médecine. C'est peut-être un simple reflet de la singularité de l'embryon ou du fœtus. On ne vous a pas demandé si vous voulez le savoir parce qu'on ne pouvait pas tout vous demander. Et donc, est-ce que le consentement, ça va être si vous dites oui à un examen particulier? La réponse peut être n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce que la technique permettra de voir. Il y a certains expérimentateurs, chercheurs ou médecins qui se demandent si la solution, c'est de masquer les résultats. C'est-à-dire, si je dis que je cherche telle séquence ou telle région du chromosome, eh bien je fais en sorte de ne pas lire les résultats autres, et donc je n'ai pas informé sur ce que je n'ai pas lu. Ou est-ce que, si je fais une lecture exhaustive, je dois être transparent? Et quel est le rôle d'un médecin, si au fond il n'est que transparent par rapport à ce que dit la technique? Ou est-ce que je ne dois donner comme résultat ce que je pense important et signifiant en termes de santé? Et ça pose des questions complexes qui sont en particulier l'accessibilité au dossier médical, parce qu'à partir du moment où vous notez tous les résultats sur le dossier médical, de toute façon, la personne le saura. Est-ce qu'il est bon pour la personne, le problème n'est pas de cacher ou pas cacher, est-ce qu'il est bon pour la personne, quand on lui demande si elle est d'accord pour envisager d'avoir un résultat donné, de lui dire tout ce qu'on a pu trouver, y compris ce qu'on ne lui avait pas demandé, et y compris ce dont on ne connaît pas la signification. À partir du moment où les tests sont maintenant disponibles sur le net et où une prise de sang, une goutte de sang, permet assez tôt dans la grossesse de détecter des cellules fœtales, est-ce qu'on va réguler ou comment on va réguler le fait qu'indépendamment de tout ce qui a été pensé, n'importe quelle femme enceinte, sans doute dans un avenir proche, pourra faire n'importe quel test génétique à partir d'une goutte de sang? Comment est-ce que ça va être accompagné? Comment est-ce que le résultat va être interprété? Est-ce que la femme va se retrouver toute seule avec, il y a
un test positif pour prédisposition au diabète, il y a un test positif pour prédisposition à la maladie d'Alzheimer, il y a un test positif pour ceci, il y a telle chose qui est rare, il y a telle chose qui est bizarre. Comment est-ce que ça va être accompagné et quelle signification ça va avoir? Donc la régulation extrêmement stricte qu'il y a au niveau du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal à titre médical risque de ne pas avoir une grande signification à partir du moment où, là encore, il y a une accessibilité très large à toute une série de tests, y compris difficiles à interpréter. Et d'une manière plus générale, plus profonde, la question, je pense, en diagnostic prénatal, mais en diagnostic préimplantatoire, mais le diagnostic préimplantatoire est aujourd'hui, bien qu'on en parle beaucoup, quelque chose d'anecdotique. Vous savez qu'il y a quelques dizaines d'enfants qui naissent chaque année après diagnostic préimplantatoire, et donc c'est quelque chose qui concerne un nombre extrêmement restreint de parents. La question, c'est avec la multiplication des tests, dont les résultats vont forcément se traduire purement en termes de probabilité, faible pour la plupart, voire de non-signification, c'est-à-dire en termes de rareté ou de fréquence. Est-ce que, et ça c'est une question plus profonde, est-ce que l'idée, c'est de choisir, si on le souhaite, de ne pas donner naissance à un enfant qui a une probabilité extrêmement importante de développer une maladie extrêmement grave, mortelle ou invalidante? Ou est-ce que la question sera de choisir de ne pas donner naissance à un enfant dont les séquences génétiques semblent indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui serait peut-être mauvais? Et donc, est-ce que dans cette tendance à explorer, à interpréter, y compris ce qui se dégage purement en termes statistiques, on va arriver à cette notion, on risque d'arriver à cette notion, qu'à partir du moment où il n'y a rien de ce dont on sait que ça peut éventuellement être mauvais, ça veut dire que c'est bien. Autrement dit, est-ce qu'un enfant heureux, un enfant en bonne santé, si on reprend la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, c'est quelque chose d'assez large. Est-ce qu'un enfant en bonne santé, c'est simplement un enfant dans lequel l'analyse génétique ou l'analyse épigénétique n'a pas montré qu'il y avait une probabilité qu'il y ait quelque chose de néfaste qui se traduise? Et donc je pense que ça pose une question sur, de manière assez large, sur la manière dont nous considérons la diversité, la singularité, la différence, voire certaines formes légères de ce qu'on appelle le handicap, dans la possibilité de vivre ensemble de la meilleure manière possible. Donc je crois qu'il y a une très grande différence, encore une fois, entre tests génétiques ou épigénétiques qui donnent un résultat pour lequel la probabilité est extrêmement importante de développer une maladie mortelle ou grandement invalidante, et puis tout ce que peuvent donner comme renseignement des tests génétiques et épigénétiques, qui sont, surtout à des stades très précoces de développement, mais plus tard aussi, purement en termes de probabilité et non pas de certitude. Alors, il y a un point aussi qui me paraît important, c'est que la loi de bioéthique, d'une certaine façon, mais parce que la société l'a fait, a donné un statut particulier à l'information génétique. Il y a une tendance, vous savez, à sacraliser les gènes, à donner un statut particulier aux gènes. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Si vous faites, en gros, pour dire les choses très schématiquement, un diagnostic, si vous voulez faire un diagnostic d'hémophilie par analyse génétique, vous rentrez dans un consentement libre et informé très complexe. Si vous faites un diagnostic d'hémophilie par dosage de facteurs de coagulation, vous n'entrez pas dans le même processus. Or, le résultat est exactement le même. La signification du résultat est exactement la même. Lorsque, aujourd'hui, on fait un diagnostic de maladie Alzheimer, ce n'est pas par des méthodes génétiques. Si c'était par des méthodes génétiques, l'accès à l'information serait extrêmement régulé. Ce n'est pas par des méthode génétique. Et donc, très souvent, vous avez des personnes à qui on dit, voilà, vous avez une maladie Alzheimer, sans avoir demandé à la personne si véritablement elle souhaitait bénéficier de ce renseignement. Donc, je crois que dans l'esprit du législateur, il y a eu une confusion entre la nature de l'information et la technique qui permet de l'obtenir, et la gravité ou l'importance que peut avoir cette information. Et je pense que réfléchir en termes de gravité ou importance de l'information, que ça soit en ce qui concerne le processus de consentement libre informé ou ce qui concerne le respect de la confidentialité, est peut-être plus important, même si c'est plus complexe, que de distinguer entre technique et nature de l'information. C'est-à-dire que de manière paradoxale, une information extrêmement grave qui n'est pas obtenue par une méthode génétique sera communiquée avec beaucoup moins de précaution qu'une information qui n'a pas une grande signification, mais qui a été obtenue
par un renseignement génétique. Et puis un dernier point, c'est que il y a une tendance de plus en plus grande à utiliser des analyses génétiques en dehors du domaine de la médecine. Je parlais de tests de paternité tout à l'heure. Vous savez, il y a eu un débat et une loi qui concernait l'importance de l'information génétique pour déterminer des liens familiaux. Et donc, il y a toujours cette tendance à penser que parce que la génétique permet, en matière d'immigration et de regroupement familial, parce que la génétique permet, de manière extrêmement précise, de déterminer certains types de liens familiaux, en l'occurrence les liens génétiques, la tendance c'est de se dire que la famille c'est quelque chose de complexe, c'est affectif, c'est social et c'est biologique. Et puisque la génétique peut dire des choses de manière précise alors que l'affectif, le social, c'est compliqué, eh bien, il y a une tendance ou une tentation de réduire la notion de famille à ce que la génétique peut en dire. Et ça, c'est une tendance qui existe d'une manière générale vis-à-vis de la biologie, mais qui est encore plus grande dans la génétique, parce que la génétique donne des résultats simples, binaires. C'est oui ou c'est non. Contrairement à d'autres approches biologiques. Donc je crois qu'il faut réfléchir aussi dans toutes les utilisations de tests génétiques à essayer de ne pas enfermer toute une série de caractéristiques des personnes dans ce que la génétique peut en dire, que ce soit en termes de maladie, d'identité, de devenir, mais que ce soit aussi en termes de relations interhumaines. Et vous savez que la loi a prévu, parce que c'est un problème complexe qui montre bien d'ailleurs cette différence entre la personne, vous savez que la médecine est au service de la personne, mais elle est aussi au service de la collectivité. Elle est avant tout au service de la personne, sinon vous avez un risque d'instrumentalisation de la personne au profit de la collectivité, mais elle est aussi au service de la collectivité. Quand vous avez des informations génétiques ou non génétiques qui peuvent traduire des probabilités de développer des maladies dans la famille, le médecin va, après consentement informé, informer son patient. Et la question c'est, et la famille ? Donc le médecin va demander au patient de réfléchir et, si possible, d'informer la famille pour rendre service à d'autres personnes. Vous voyez déjà l'ambiguïté, parce que le consentement est complexe, parce que quand vous informez, c'est difficile à la fois d'informer la famille et de demander à la famille si elle veut être informée. Et puis la question, ça se pose dans un nombre de cas très restreint, si le patient choisit de ne pas informer. Est-ce que le médecin doit informer la famille en gardant la confidentialité sur le patient, ou est-ce que le médecin doit arrêter son rôle là? Et je pense que cette question de la confidentialité, cette question du partage d'informations qui concernent une personne, est une question complexe qu'on voit dans d'autres domaines, qu'on voit dans les maladies infectieuses, transmissibles. C'est une question importante où, au fond, jusqu'où le médecin doit, là encore, non pas communiquer l'information qu'il a à la personne qui soigne, mais à d'autres personnes pour lequel cette information pourrait être utile. Et donc, je crois que c'est des questions, des questions complexes. Donc, je pense qu'en ce qui concerne la révision de la loi de bioéthique, la loi de bioéthique est assez restreinte actuellement. Elle touche au début de vie, aux cellules embryonnaires, à l'embryon, elle touche aux tests génétiques, elle touche à un certain nombre de domaines. Et la réflexion éthique, en ce qui concerne les sciences du vivant, ce qu'on appelle la bioéthique, n'a pas de raison de se limiter à ces domaines particuliers. Vous savez que souvent la réflexion bioéthique, elle se cristallise sur le début de la vie, sur la fin de la vie, et puis sur les gènes, c'est-à-dire ce qui concerne l'hérédité. Et avec cette cristallisation, il y a une tendance à oublier toute une série de domaines qui concernent la vie en général et dans lequel la démarche éthique, la réflexion éthique est importante. Donc je crois que si la loi de bioéthique pouvait inscrire la réflexion sur les tests génétiques dans un cadre beaucoup plus large, comme je le disais, en remettant l'information dans le contexte de sa gravité importante, toutes ses implications, plus que sur la technique qui a permis de l'obtenir. Demain, par imagerie, et par imagerie cérébrale, on aura sans doute des renseignements dont l'importance ou la gravité éventuelle seront au moins aussi importants que ce qu'on obtient actuellement par les gènes. Donc le remettre dans un cadre général et peut-être établir un certain nombre de principes généraux que des agences de régulation peuvent ensuite, au cas par cas, mettre en pratique. La loi de bioéthique de 2004, dans une très bonne intention, a été rédigée de manière tellement précise qu'une application à la lettre pourrait la rendre inapplicable.
Quand, par exemple, la loi de bioéthique, dans un autre domaine, dit que la recherche sur l'embryon, qui est interdite, mais peut être acceptée par dérogation, peut être acceptée par dérogation à condition que ces recherches permettent des progrès thérapeutiques importants. Vous savez que dans l'état actuel des connaissances, en gros, pour aucune recherche, vous ne pouvez aujourd'hui dire qu'il y aura des progrès thérapeutiques importants. Et donc, si vous l'appliquez à la lettre, ça correspond à une interdiction. Donc, en voulant être trop précis, sans technique substitutive, vous savez qu'il n'y a jamais de technique totalement substitutive, où il y a toujours des techniques substitutives utilisées. Donc, en voulant être trop précis dans la rédaction, ça crée plus des problèmes d'interprétation. La science bouge, la science change, et en voulant, comment est-ce que je peux dire, coller de trop près aux avancées de la science, on risque d'une certaine façon de voir apparaître de nouvelles questions éthiques. Donc je crois que définir des principes en matière de confidentialité, en matière d'information, en matière de régulation, est sûrement, et dans un contexte général, est plus important que peut-être vouloir absolument préciser. Actuellement, il y a un autre exemple, c'est en matière de diagnostic préimplantatoire pour ce qu'on a appelé improprement les bébés médicaments. Lorsqu'on cherche un embryon qui non seulement n'a pas la maladie génétique, mais qui est compatible en ce qui concerne ces groupes HLA avec un enfant qui pourrait bénéficier d'une greffe de sang de cordon, eh bien, tel que c'est rédigé, c'est à peu près que ça n'est faisable que si l'enfant est atteint, dans la fratrie, d'une maladie mortelle incurable. Et en fait, il y a beaucoup de cas où l'enfant n'est pas atteint d'une maladie toujours mortelle incurable, c'est simplement que cet enfant-là risque de mourir d'une maladie qui n'est pas toujours mortelle, qui n'est pas toujours incurable, mais qui pour lui va être mortelle et incurable. Donc la définition trop précise, je veux dire, peut être quelque chose de gênant. Donc des grands principes, des moyens de les mettre en œuvre. Je ne pense pas de statut particulier pour l'information génétique, mais un statut comme une des informations qui peut avoir des implications importantes. Et une réflexion, me semble-t-il, et là le débat qui doit précéder la révision de la loi de bioéthique est important, une réflexion qui ne peut pas être que française d'ailleurs, qui devrait être européenne, sur l'intérêt ou le danger et les modalités d'accès à des tests directement, sans intermédiaire médical, en ligne. Avec soit le fait de considérer que c'est néfaste, exactement comme pour les médicaments, et là encore il ne s'agit pas de la nature du médicament, il s'agit de la gravité de la maladie qu'il traite et des effets secondaires possibles. Il y a des médicaments sur ordonnance, il y a des médicaments sans ordonnance. On peut imaginer qu'il y ait des tests génétiques sur ordonnance et des tests génétiques sans ordonnance, parce qu'à partir du moment où la société est informée, faire un test qui dit qu'on a 10% de probabilité d'être plus sujet au rhume que d'autres, il n'y a peut-être pas besoin de passer par une information médicale. La validation, parce qu'actuellement ces tests ne sont pas validés, et donc il n'y a pas de preuve que ce que dit le test correspond à la réalité, sauf que les personnes qui le proposent, les sites qui le proposent et les entreprises disent qu'il est bon, disent qu'il a été validé, et pas seulement une validité technique, mais une validité clinique, c'est-à-dire sur sa signification. C'est pas simplement le test détecte bien telle ou telle séquence génétique, c'est que signifie en termes de santé le fait d'avoir un résultat positif ou un résultat négatif. Et je pense que si on ne régule pas par accès ou pas accès à prescription médicale, eh bien, on peut réguler au moins en demandant une validation et en demandant, ce qui se fait d'ailleurs par rapport à l'industrie pharmaceutique, si on prend l'exemple des médicaments, une responsabilité de celui qui propose le test dans la validité du résultat. Et une information. Vous savez que la Haute Autorité de Santé a commencé, en ce qui concerne les sites médicaux qui se multiplient sur Internet, à faire un site en disant, bon, vous pouvez lire toutes les informations que vous voulez. Nous, l'information la plus objective dans ce domaine est celle-là. Et donc, je pense que si on développe et on laisse se développer le libre accès, la moindre des choses, c'est que des agences indépendantes puissent à ce moment donner une information qui est accessible sur les risques, le degré de validité, la signification des informations dont on pourrait disposer. Et le dernier point, me semble-t-il, c'est peut-être de ne pas scinder, comme on le fait aujourd'hui, de manière tout à fait stricte, la réflexion éthique sur les applications médicales pour la santé
de certains tests biologiques, et en particulier génétiques, et les applications non médicales, par exemple en termes d'empreintes génétiques, d'identification, etc. Parce que ça donne l'impression, et c'est un peu la même chose c'est la même chose dans le domaine du médicament. Un médicament qui est là pour soigner, soulager une souffrance et sauver la vie va subir beaucoup plus de tests pour être sûr qu'il n'est pas dangereux qu'un produit chimique qui va être libéré dans l'environnement. Donc le paradoxe, c'est que vis-à-vis de quelque chose qui est fait pour soulager la souffrance, on prend beaucoup plus de précautions que vis-à-vis de quelque chose où on expose. Et donc un test génétique qui est fait en principe au profit de la personne souffrante dans le cadre d'une maladie, s'il y a des précautions qui sont prises, ces précautions devraient, cette réflexion éthique, en ce qui concerne le respect de la personne, devrait être étendue aux applications qui n'ont pas pour but de soulager la souffrance. Et je pense que c'est important aussi dans les relations entre chercheurs et société, parce que à partir du moment où le chercheur ou les chercheurs mettent au point de nouveaux tests, le fait de savoir qu'il n'y aura pas éventuellement de réflexion éthique dans leurs applications non médicales fait que les implications possibles de ces tests sont difficiles à envisager. Et donc je pense que si la loi de bioéthique considère que les applications à l'homme des progrès du science du vivant doivent faire l'objet d'une réflexion et d'une régulation générale, qu'elles soient appliquées au profit d'un patient ou pour soulager la souffrance, ou qu'elles soient appliquées dans d'autres domaines, c'est intéressant au moins qu'un cadre général puisse être mis en place. Et je crois en particulier que le respect de la confidentialité doit être quelque chose qui doit être pensé dans toutes les applications de ces tests biologiques. Merci beaucoup.